Alors je vous remercie et puis je remercie surtout Daniel d'être là. Voilà, Daniel qui, elle expliquera ça beaucoup mieux que moi, hein, va nous faire vivre son vécu de personnes du spectre de l'autisme qui ne le savaient pas et dont personne au départ ne le savait. Entre autres, elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Elle m'a demandé auparavant de faire une présentation mais très succincte de l'autisme et je m'excuse auprès d'elle parce que étant neurotypique, je ne vais pas dans le détail et je n'irai pas dans le détail du tout parce que j'ai un public qui connaît cela, que ce soit mes étudiants, et je pense que la plupart des gens ici, qui soient parents, etc., connaissent cela. On va aller dans le pragmatique, on va faire des choses pratiques et je pense que ce sera bien comme ça. Ceci dit, je sais, je t'ai envoyé mon PowerPoint avant. Je suis neurotypique et j'ai fait des petits changements de dernière minute. C'est épouvantable ce qu'on peut être embêtant. Mais voilà, donc je vais vous faire une petite présentation de l'autisme et surtout une grande présentation de Daniel Dave que je remercie et qu'on peut applaudir déjà maintenant d'ailleurs. Alors maintenant on parle du trouble du spectre de l'autisme. Alors c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, quand on parle de spectre de l'autisme, on parle surtout de limitation au niveau de la communication sociale et des comportements stéréotypés, répétitifs, ainsi qu'ailleurs que les intérêts particuliers que forme le noyau de l'autisme. Je ne vais pas vous dire les textes chaque fois, vous savez, parce que très vite, je vais venir avec des illustrations et c'est dommage que vous soyez un peu loin, parce que j'ai choisi une photographe autiste. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une artiste photographe qui s'appelle Luna TMG, et tu sais pourquoi TMG? C'est The Moon Girl, la femme de la Lune. Elle s'appelle comme ça. Et elle expose régulièrement. Et c'est une dame qui, effectivement, va bien illustrer notre propos, je pense, par rapport à ses photos. Parce que, effectivement, quand elle parle de l'intérêt particulier qu'elle a des reflets, c'est assez foudroyant. Elle dit, quand elle prend des photos, qu'elle voit d'abord le reflet avant de voir ce qui est à côté ou ce qui produit le reflet. Je trouve que c'est déjà pratiquement une belle illustration de choses que tu pourras nous raconter tout à l'heure. Alors pourquoi on parle de troubles du spectre de l'autisme? Eh bien parce que ça peut prendre différentes formes. Un spectre, alors je l'ai représenté un peu comme ça, bah oui, ça va passer à travers ce triangle-là où on va avoir, ben oui, parfois des problèmes d'intelligence, parfois des problèmes d'anxiété sociale, parfois l'utilisation du langage, des formes du langage, des répétitions, certaines rigidités, avec, je dirais, des proportions chaque fois différentes. Je préfère d'ailleurs la deuxième représentation en rond, j'aime mieux ça, où on a des proportions comme ça. Voilà, du trouble. Aujourd'hui, on parle du spectre de l'autisme. On a donc regroupé tout ce qu'on avait mis auparavant, comme par exemple l'autisme de Kanner, qui était bien connu, des inventeurs. Asperger aussi, d'ailleurs, c'est Kanner, Asperger, c'est les deux plus connus. Et puis, le trouble désintégratif de l'enfance aussi. Voilà. On a juste laissé le syndrome de Rett de côté, mais j'avais dit que je ne ferais pas technicien, et donc je ne vais pas le faire. Pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça? Mais pour faire très simple et pour emprunter ça à Joseph Skovanec, un autre autisme bien connu, on a fait une ligne parce qu'on ne savait pas où mettre vraiment la limite. On était Asperger quand, on était Kanner quand, etc. Et donc on a parlé d'un spectre. Voilà. Et donc on parle plutôt d'un autisme sévère, modéré, léger. Et même, pour les neurotypiques que l'on est, on peut avoir quelques symptômes aussi de l'autisme aujourd'hui. C'est quoi l'autisme aussi? Des statistiques, alors elles sont toutes différentes évidemment, selon qu'on prend les statistiques américaines, françaises, etc. J'ai pris une illustration française, on dit aujourd'hui, il y a une personne sur 150. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est en tout cas bien mesuré par l'INSERM. C'est quand même des gens qui sont sérieux. Ça veut dire qu'il y a 8000 enfants qui sont atteints d'autisme qui naissent chaque année, que là-dedans, 70% auront une déficience intellectuelle. Mais ça veut dire que quand on est autiste, on n'a pas forcément une déficience intellectuelle. Et je pense, Daniel, d'ailleurs, que c'est une très belle illustration de ça. D'accord? On pense qu'entre 5 et 15% des autistes sont autonomes, par exemple. Quelque chose qui est en train de changer, d'ailleurs, parce que on a d'abord pensé que c'était d'abord les garçons et peu les filles.
et on s'aperçoit que, au fur et à mesure que le temps passe, en tout cas, et qu'on parvient à affiner un peu la recherche, qu'il y aurait, et c'est Joseph Skovneck qui le dit aussi d'ailleurs, pratiquement autant de filles que de garçons atteintes de l'autisme. Voilà. Ah, et des problèmes de scolarité, bien sûr, aussi. 80% des autistes ne sont pas scolarisés en France, par exemple. Ce qui est important de savoir, c'est que ce trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble du développement. Donc il faut quand même se rendre compte, effectivement, que ça peut évoluer. On le voit d'ailleurs avec pas mal d'enfants. On va avoir des enfants tout petits. Quand on parle d'autisme, d'ailleurs, je veux faire remarquer ça, on parle la plupart du temps d'enfants. On parle très rarement des autistes adultes. Et alors, j'ai jamais entendu parler des autismes vieillissants. Il y en a. À la Maisonnée, nous, on en connaît. Voilà, on est en pleine découverte de tout cela aussi. Mais quand je prends un enfant, par exemple, il n'est pas rare qu'un enfant autiste de 5 ans ne parle pas encore. Voilà. Et tout d'un coup, il va se mettre à parler, et parfois d'ailleurs en imitant quelqu'un de la télé, avec le même accent et avec le même vocabulaire. Tout d'un coup. Ça peut être surprenant. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut évoluer. D'accord ? Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les enfants autistes, ils peuvent apprendre de nombreuses choses. Voilà. Ce qui est clair aussi, c'est que ce n'est pas la faute des mamans, pas la faute des papas non plus, parce que ça on l'a entendu plus longtemps, et que certaines méthodes, justement, vont favoriser cet apprentissage, on les a testées maintenant, et ça fonctionne bien. Alors on sait aussi, c'est que les manifestations du trouble vont varier. Ça peut varier de nature, d'intensité, et ça peut varier au cours du développement. Nous en parlions en aparté juste avant, etc. Ce que l'on sait aussi, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes souffrant d'autisme présentent une comorbidité. On parle pas mal d'épilepsie, par exemple, mais aussi d'autres troubles mentaux que l'on peut rencontrer. Nous, c'est effectivement le sujet sur lequel on travaille beaucoup à la Maisonnée. Je regarde Pascal qui travaille avec moi. Ce qu'il faut, c'est avant tout, je pense, écouter, entendre, comprendre de l'intérieur les singularités de l'autisme. C'est pour ça que je voulais que Daniel vienne nous parler. Et j'avais envie de vous parler de l'histoire de l'ILSA. Alors l'ILSA, c'est un projet qu'on a, nous, en cinéma à la Maisonnée. C'est une île où il n'y a que des gens qui souffrent du spectre de l'autisme. Et ils vivent là très heureux. Joseph Skovneck, j'avais une fois posé la question, il m'avait dit, mon rêve c'est de vivre seulement là où il y a des autismes, c'est plus facile pour moi. Eh bien, ça existe, il y a une île comme ça. Et dans cette île, un jour, dans le scénario qu'on est en train d'écrire, il y a une naissance d'un neurotypique. C'est une catastrophe. Il n'est pas normal. Pas normal, parce qu'en plus, il se jette dans les bras de sa maman, il lui fait des bisous, enfin, il est en contact, il regarde les gens dans les yeux, enfin, il fait tous des trucs qu'on ne peut pas faire quand même dans ce style-là. C'est pas prévu de faire comme ça. Et donc, ils vont aller voir un psy, parce que là, il faut le mettre en institution. Ça, c'est une histoire qu'on est en train d'écrire à la Maisonnée avec justement quelques-uns de nos résidents. C'est l'histoire de l'ILSA. Mais il faut les écouter. Et évidemment, si on veut les écouter, on va faire référence à Temple Grandin, qui est la première personne qui a pu parler de son propre autisme. Temple est enseignante en zootechnie, en sciences animales d'ailleurs, à l'université de Colorado d'ailleurs. Elle est de renommée internationale. Il faut savoir que 80% des fermes aux États-Unis utilisent ces méthodes. C'est quand même pas n'importe qui. Voilà. Elle a toujours, j'emprunte ça aussi à Joseph Skovneck, qui a une drôle de manière de s'habiller cependant. On voit quand même son autisme à son habillement. Et alors, elle dit, voilà, notre corps crie son envie de contact humain, mais au moment où il se produit, nous reculons de douleur et de confusion. Il m'a fallu attendre 25 ans pour réussir à serrer la main et à regarder quelqu'un en face. Elle disait aussi, même si je pouvais comprendre tout ce que les gens disaient, mes réponses étaient limitées. J'essayais, mais la plupart du temps, les mots ne sortaient pas. Poser constamment des questions était une autre de mes fixations. Je posais toujours la même question et j'attendais la même réponse encore et encore. Ça nous parle, nous, de gens de la Maisonnée notamment, où on a malheureusement des autistes beaucoup plus handicapés, mentaux, et qui sont comme ça. Et qui nous répètent qu'ils ont une belle montre, par exemple, 15 fois. Et qui attendent toujours la même réponse, c'est vrai qu'elle est très belle. Tournoyer, disait-elle aussi, était une de mes activités préférées. Je m'asseyais par terre et je tournais en rond, la pièce tournait avec moi. Et ce comportement d'autostimulation me donnait un sentiment de puissance. Je contrôlais les choses.
On va faire une petite référence aussi à Joseph, évidemment. Et c'est lui qui dit, il a quand même pas mal écrit, et je vous conseille de lire ses écrits, ils sont fabuleux. Il disait, je ne peux donc considérer que le fait d'avoir une vie intérieure soit un problème ou un souci. Le souci est plutôt, hélas, la vie extérieure. Il disait aussi, la source d'angoisse numéro 1 pour une personne autiste, ce sont assurément les changements par rapport à ce qui était prévu. Ben oui, nous, c'est avec ça qu'on travaille en tout cas. Voilà. Et il disait, en parlant des enfants aussi, en parlant de lui-même d'ailleurs, lui qui s'était présenté au baccalauréat sans avoir étudié. Il m'a dit, il ne faut pas faire comme moi, mais moi je me suis présenté sans avoir étudié. Mais par contre, il était parti extrêmement tôt parce que ce dont il n'était pas sûr, c'était de la fiabilité des transports en commun. Donc il est arrivé pour son examen à 5h du matin pour 9h, mais là c'était sûr, quoi. Mais par contre, étudier, il a réussi sans ça. Voilà. Et il disait, en parlant des enfants aussi, nous nous acheminons peu à peu vers la question qui entre la scolarité. Si vous ne savez ni jouer au cerceau, ni nouer vos lacets, mais que vous vous passionnez pour le calcul différentiel, avez-vous les compétences pour passer en année supérieure de maternelle? Une autre façon de voir les choses aussi. Une autre façon, avec Luna aussi, qui travaille, qui se fait un autoportrait, intéressé simplement par le reflet, mais pas par son regard. Photo magnifique. Autre photo magnifique, évidemment. Danielle est l'une de ses filles. Et ce que je dis, c'est que j'estime que les plus grands spécialistes du spectre de l'autisme, eh bien, ce sont les personnes autistes elles-mêmes. Et on en a une à côté de nous aujourd'hui. Bien content qu'on l'ait à côté de nous. Alors, vous l'avez vu par écrit dans l'invitation, elle a un cursus universitaire en sciences biologie, une expérience professionnelle dans le secteur de la photographie. C'est pour ça que j'avais été chercher Luna, parce que je pense qu'elle ne la connaissait pas. Et elle a été confrontée à l'autisme, à la présence de son handicap chez sa deuxième fille. Son implication active en tant que parent dans la compréhension du fonctionnement de son enfant autiste l'a amené alors à s'interroger sur son propre fonctionnement. Et c'est ainsi que le syndrome d'Asperger a été diagnostiqué chez toi. Bien qu'avec le temps et un niveau cognitif préservé, il ait pu être largement compensé au point de devenir quasiment indétectable, en tout cas par des personnes non spécialisées, voilà, dans le domaine. Aujourd'hui, tu es formatrice, tu es conférencière dans le domaine du spectre de l'autisme notamment, et elle a accepté de venir ce soir nous parler d'elle. C'est ce que je t'ai demandé. Tu vas parler de toi, parler de ton parcours singulier, parler depuis son enfance à sa vie d'adulte en tant qu'être différent des neurotypiques. Nous, neurotypiques, sur l'île de Ça, on est enfermés, on est en institution. Fermés, je pense. Et je voudrais juste dire encore, moi qui sais à quel point elle peut aimer les pierres et combien elle peut être subjuguée par les pierres, merci, merci à toi d'être là. Merci Jean-Luc. Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer cette présentation, en guise d'introduction, je vais vous lire un extrait d'une note que j'avais rédigée il y a une dizaine d'années lors d'un stage d'observation de jeunes adolescents autistes dans une institution près de Gand. Tout à mes observations et mes prises de notes, je regarde Zoé, qui est occupée avec des Legos. Son emploi du temps indique un moment dédié aux loisirs. J'ignore si Zoé a choisi le Lego ou si l'activité lui a été proposée. Quoi qu'il en soit, ce que je vois me plonge brutalement dans les profondeurs de ma propre enfance. Ma respiration se bloque et je retiens un raz-de-marée de larmes, tant mon émotion est brutale, surprenante, intense. Ce que je vois est tellement évident pour moi, logique, beau, parfait. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui joue comme je le faisais enfant. Les différentes pièces de construction sont éparpillées sur la table. Zoé prend grand soin de les départager par taille et couleur. Elle les assemble ensuite, toutes les pièces d'une même dimension, couleur par couleur. Elle obtient ainsi des colonnes de dimensions diverses au niveau de leur base, ceci étant conditionné par la taille des éléments assemblés, mais dont la séquence de couleurs est identique. Tout ceci me ravit, c'est magnifique, c'est tellement ce qu'il faut faire avec des Legos.
Et me revient tout d'un coup ces heures de jeu où mon entourage me pressait de réaliser d'autres constructions, me fournissait des plans, me suggérait des histoires. Construire une maison, me disait-on, ou une école, ou une voiture. Et moi, je m'appliquais devant tant de pression, mais je ne comprenais pas pourquoi les grandes personnes et les autres enfants croyaient que ces assemblages de Lego étaient des maisons, des écoles. D'abord, c'était bien trop petit. Et si j'avais eu assez de pièces de construction, je n'aurais jamais de toute façon réussi à ériger une maison. J'étais trop petite pour un tel travail. Et en plus, aucune maison que je voyais dans la rue n'était construite en Lego. Ce qui était d'autant plus étrange, c'est ce bonheur qu'avaient les autres enfants devant les compliments qu'ils recevaient pour leur simulacre de maison. Et moi, lorsque je reconstruisais mes colonnes, toujours en commençant par la même couleur, évidemment, ce qui me procurait un sentiment de jubilation intense, qu'est-ce que c'était beau! On me les cassait inévitablement, systématiquement pour ranger les Legos lorsque la séance de jeu se terminait. Tandis qu'on exposait sur un meuble du salon pendant plusieurs jours parfois les pseudo-maisons de mon petit frère. Et là, je vois... Enfin, je pense que Zoé doit ressentir du bien-être. Elle paraît sereine, son visage est détendu. Je reste là à la contempler, à l'admirer. Parfois, sa bouche dessine un bref sourire lorsqu'elle termine d'emboîter une pièce récalcitrante. Puis, à un moment, je suppose que l'activité de loisir se termine, car une éducatrice s'approche, bien que Zoé, à mon sens, n'ait pas terminé, elle, d'organiser toutes les pièces. Si elle procède comme jamais à le faire, le jeu se terminera, évidemment, lorsqu'il n'y aura plus de pièces à assembler, ça va de soi, c'est tellement évident. Et j'ai envie de hurler de toutes les forces de mon être. Mais attendez, laissez-la terminer. Sans aucune autre considération, l'éducatrice s'adresse à Zoé et lui dit « C'est bien, Zoé ». Comme une routine, et dans le même temps, d'un grand geste de la main, elle bascule toutes les tours qui tombent et se morcellent dans la boîte de rangement. Zoé ne réagit pas. Que pense-t-elle? Que comprend-elle? Que ressent-elle? Ma gorge est tellement nouée à ce moment-là que je ne pourrais parler. À l'intérieur de moi, je suis malheureuse comme jamais. Je pleure intérieurement sur moi-même, sur l'enfant que j'ai été, sur toutes mes incompréhensions du monde des gens. Je pleure de ne pas pouvoir dire à Zoé combien je sais, moi, que ce qu'elle fait a du sens, combien c'est la seule chose véritablement belle que l'on peut réaliser avec ce jeu de construction. Je pleure que les autres, que je vois si soucieux de la comprendre, si soucieux de son bien-être, et celui des autres enfants du groupe, ils ne voient rien de tout ça, malgré tout leur savoir, malgré toute leur expérience, malgré toute leur bonne volonté. Je suis autiste. Et si même j'ai pu en douter souvent depuis que j'ai reçu ce diagnostic il y a quelques années, à l'âge de 37 ans, Zoé vient de me faire exploser au visage que c'est ma condition. Je ne l'oublierai jamais et resterai à jamais profondément meurtrie par mon incapacité à communiquer avec elle. Eh bien me voilà, à 10 mois. Jean-Luc m'avait demandé donc d'illustrer la condition autistique par mon histoire singulière et je me suis dit que ce qui serait bien pour qu'on se représente l'état, la personne au moment où elle est quand on en parle, de mettre mes caractéristiques, celles qui ont d'ailleurs servi à réaliser mon évaluation diagnostique, de mettre comment j'étais à cette époque-là. Donc voilà, la petite Danielle qui était un bébé beaucoup trop sage. Je ne bougeais pas, je n'explorais pas mon environnement et je restais là où on le dépose. Évidemment, moi je ne m'en souviens pas, hein. C'est les souvenirs de ma maman, mon papa, ma grande sœur, et bon, on va les croire sur parole. Hein. Je pleurais beaucoup. Mon papa avait même dit de moi quand j'avais quelques années, je ne comprenais pas, il disait plus tard, il n'y a pas besoin qu'elle fasse des études, elle sera pleureuse professionnelle comme en Sicile. C'est une anecdote qu'on a racontée toute mon enfance. Ma maman a réellement cru que j'avais un retard mental. Il faut dire je suis arrivée quand elle avait 40 ans, elle avait déjà eu 4 enfants avant moi et j'étais tout à fait différente. Elle m'a souvent appelé son petit canard dans les poussins. Alors moi, ça faisait référence à l'histoire du vilain petit canard, donc je pensais que c'était pas bien d'être le petit canard, mais c'est pas ça que ma maman voulait dire. Elle pensait à la fin de l'histoire où le petit canard se transforme en cygne, mais je ne l'ai compris qu'en étant bien plus grande.
J'ai parlé très tôt, avant l'âge d'1 an, et puis j'ai très très vite construit des phrases vraiment complètes. Sujet, verbe, complément, avant l'âge de 18 mois. Du coup, à l'époque, tout le monde est rassuré. On disait, elle sera avocat plus tard, par exemple. J'ai marché assez tard. Au niveau motricité globale, c'était pas le top. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ces éléments-là? Oui, d'abord quelques anecdotes, pardon. J'avais une peur panique du bain, principalement le fait d'être dénudée. Donc ma maman, à ce moment-là, elle mettait un petit mouchoir ou un petit linge sur moi parce que le fait de ne plus avoir aucun contact de vêtements sur moi me tétanisait, je hurlais. Par la suite, on verra que j'ai une hypersensorialité, donc c'était déjà là, évidemment toute petite. Alors, ce qui est très classique dans l'autisme, et chez moi ça s'exprimait aussi, j'avais peur des bruits violents ou des bruits comme l'aspirateur. Et pour la petite anecdote, même au jour d'aujourd'hui, je préfère nettoyer en sortant la grosse artillerie que passer l'aspirateur. C'est quelque chose que je déteste. Les hottes dans les cuisines, ça m'est vraiment inconfortable et ça me fatigue beaucoup. J'avais des répulsions pour certaines matières comme le velours. Par contre, j'étais extrêmement réactive à la musique. Ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est que quand on constate un langage hyper développé chez un très jeune enfant, mais que par ailleurs, il ne joue pas dans le sens classique, prendre des objets, les manipuler, leur raconter des histoires, si cet enfant-là n'imite pas spontanément ce qui se passe autour de lui, surtout au niveau des autres petits, ça montre que le développement n'est pas harmonieux. Donc c'est un petit signe d'alerte. Il faut surveiller le développement de cet enfant-là. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il va devenir autiste, mais il y a peut-être quelque chose qu'il faut avoir à l'œil. Je suis la petite fille, en vert sur le côté gauche de l'image, presque coupée par le photographe. À l'époque, je suis en 3e maternelle. À l'époque, on faisait croiser les bras aux petits-enfants, c'est plus comme ça de nos jours. Mais là, c'est la fin des années 60. Et le souvenir que j'en ai, là, j'ai très clairement des souvenirs, là, ce sont les miens. J'ai appris à lire à cet âge-là, je savais déjà lire, j'ai appris à lire en allant à l'école. C'était rue des Glacis à Saint-Ouen-le-Burge à Liège. Je demandais à mon papa de me dire tous les chiffres et toutes les lettres des boîtes aux lettres, des affiches publicitaires que je rencontrais sur mon chemin. Et moi, je me souviens très clairement, je connaissais le nom Martin. Et un jour, je vois une affiche et je dis à mon papa, regarde là, c'est écrit Martin I. C'était une publicité pour la boisson Martini. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à lire. J'ai craqué le code toute seule. Par contre, j'ai ce sentiment qui a commencé à l'époque de tout le temps devoir attendre que les autres aient fini. Je me souviens, cette place-là qui était ma place attitrée dans la classe, je me souviens que je regardais toujours comme ça dans la rangée parce qu'on donnait des feuilles ou des dessins à faire et ils mettaient un temps, et moi je devais rester à attendre. On n'occupait pas les enfants de la même manière que maintenant. C'était épouvantable. Et j'avais l'impression déjà à ce moment-là qu'il y avait quelque chose de décalé. Évidemment, je n'avais pas des mots pour le dire, mais mon sentiment quand je fais le recul sur moi-même, de décalage par rapport aux autres, je l'ai clairement déjà à ce moment-là. Alors, j'avais aussi à l'époque pris conscience que les autres petits-enfants jouaient à faire semblant. J'étais terrorisée. Je me souviens qu'on nous avait offert, à mon petit frère et à moi, un jeu de petits soldats qui représentait la guerre de sécession. Bon, moi j'avais pris les gris et lui les bleus. Et j'adorais, moi, les positionner comme c'était dessiné sur la boîte d'emballage. Mon petit frère, il arrivait, bang, bing, boum, bang, tout par terre. Et puis alors, il prenait son petit soldat, il lui parlait. Alors moi, déjà, ça me mettait très mal. Et comme il voyait que son petit soldat ne lui répondait pas, il inventait la voix du petit soldat qui lui répond. Enfin, c'est comme ça que moi, je le vivais. Alors, j'allais trouver ma maman, et ma maman, elle ne comprenait pas ce que je lui racontais, et elle me disait, mais il joue, prends tes poupées, fais la maîtresse, et patati patata. Alors, moi, mes poupées, je les prenais, je les alignais par taille, ou, je sais pas, je faisais des figures géométriques, je les déplaçais, mais
Enfin, c'était vite terminé le jeu, et j'étais là désabusée devant ce qu'on me demandait de faire. Ensuite arrive l'école primaire. Là, j'ai 10 ans. Première de classe, youpi, tout le monde est content à la maison. Mais ça ne m'arrange pas mon sentiment de décalage. Mais alors on me l'explique, on me dit mais c'est normal, la première de classe elle est un peu jalousée par les autres. En tout cas à l'époque on donnait les points en mettant les bulletins par ordre, hein, bon. Et voilà, pour ma maman c'était simplement le fait que je travaillais trop bien à l'école. Mais ça ne s'arrêtait pas à ça. Comme j'ai indiqué, qui se croit chez elle partout, qui se dispute avec les instituteurs, parce que j'avais des performances effectivement cognitives hors du commun, mais une grande maladresse sociale dans les jeux de filles que je trouvais mais inintéressants, pas les filles, hein, les jeux, mais que j'essayais d'imiter. Moi aussi je venais avec mes poupées Barbie, mais je les habillais, je les déshabillais, puis c'était tout. Ça ne fonctionnait pas. Alors, ces échecs ont commencé à ce moment-là, vers 10 ans, à entraîner vraiment un sentiment de solitude et une très mauvaise estime de moi. J'essayais d'approcher les adultes, mais ça ne fonctionnait pas non plus. J'étais surnommée Mademoiselle Pourquoi, parce que comme vous entendez, je parle facilement, donc ça c'est depuis toujours, et donc pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais moi, je n'attendais pas comme Temple Grandin qu'on me donne tout le temps la même réponse. Hein. Je voulais qu'on me réponde jusqu'à ce que je comprenne, ou jusqu'à ce que je sois rassasiée. Alors, j'avais évidemment des intérêts très décalés. Par exemple, vers 10-12 ans, j'adorais les alphabets anciens, les dinosaures, l'astronomie, l'origine de la vie, le Big Bang, observer des phénomènes physiques tels que l'écoulement de l'eau depuis une gouttière, le bruit de la pluie sur différentes surfaces, le mouvement des vagues, le son des mots, la disposition des matériaux de construction dans les maisons, les routes, les bornes kilométriques, les plaques minéralogiques. Voilà, j'en ai mis quelques-uns, il y en a encore des tas d'autres, mais je pense que c'est déjà assez comme ça. Souvent, quand on voit un enfant qui a des intérêts particuliers, on se dit, mais, bon, tout le monde est un peu autiste. Mais le problème dans l'autisme, c'est pas un problème, ce qui fait sa particularité, c'est l'intensité des intérêts et le fait que ça envahit réellement toute la vie de la personne. Alors, à ce moment-là, je comprenais le langage de manière littérale. Donc, j'avais du mal avec le second degré. J'ai toujours, même aujourd'hui, du mal avec le second degré. Mais à l'époque, je me disputais. Pour moi, c'était impensable que le sens exact qui était dans le dictionnaire ne soit pas respecté. Et donc, l'implicite, ça me passait complètement au-dessus de la tête. Donc, je faisais des mises au point tout le temps, avec tout le monde, que ce soit un inconnu, un enfant, le monsieur à l'arrêt de bus, la dame à la boulangerie, bon. Alors ma maman qui me tirait, « Daniel, viens ici, Daniel, tais-toi, Daniel, viens ici ». C'était tout le temps comme ça. Donc j'apparaissais pour une petite fille très intelligente, très travailleuse, mais très insolente, très têtue et d'une grande mauvaise foi. J'avais en plus de ça une mauvaise motricité globale, donc j'ai appris à rouler à bicyclette bien tard, je ne sais même pas si je sais encore, nager, enfin bon, tout ce genre de trucs, c'était très très compliqué, donc de ce fait, ça me mettait aussi en marge du groupe. Quant à l'hypersensibilité sensorielle, c'était principalement au niveau auditif, mais avec des fluctuations selon que je suis fatiguée ou non, selon que je suis surprise ou non. Donc évidemment, si je vais à un concert, je sais que je vais à un concert, je sais que ça va aller fort et ma motivation est suffisamment grande. Mais si je suis toute la journée dans un endroit comme celui-ci, je ne vais pas survivre 3 jours, hein, ça c'est pas possible. Donc j'avais par moments des explosions de colère que personne ne comprenait, c'était inexplicable. Tout d'un coup, boum. Et ça, c'est l'époque aussi où je trouve un moyen qui m'a suivi pendant toute ma vie, jusqu'à l'âge adulte, même assez loin dans l'âge adulte, les amitiés utilitaires. Me rendre utile. À l'époque, ça a commencé par faire les rédactions de mes petites copines, finir leurs devoirs, finir leurs travaux de crochet, parce que
en motricité fine, j'étais assez douée. Par contre, ça, c'est pas souvent le cas, mais dans mon cas, c'était comme ça. Par contre, j'ai mis rarement invité au goûter d'anniversaire parce que je voudrais pas mentir, mais je ne me souviens pas du tout d'avoir jamais été invité à un goûter d'anniversaire. Aucun sens de la hiérarchie sociale. Alors quand j'étais petite, c'était un problème. Non, toute petite, ce n'était pas un problème. Ce qu'un petit enfant, jusqu'à 7-8 ans, tutoie un adulte, c'est pas un problème. Maintenant que j'ai des cheveux gris et que j'ai dépassé le demi-siècle, si je tutoie des jeunes adultes, ce n'est pas un problème. Mais entre 8 ans et 50 ans, si on tutoie un adulte qu'on voit pour la première fois, ça ne le fait pas du tout. Donc, c'était très très compliqué pour moi le vouvoiement de politesse, je le perdais très vite. Ça a des avantages parce que ça a des avantages de ne pas être préoccupé par la hiérarchie sociale, parce que quand il faut aller chez le directeur de l'école ou des choses comme ça, ça ne me posait aucun problème. Mais bon, en général, c'était plutôt le côté négatif qui ressortait. Alors je me disputais avec les enseignants. Je me souviens en 5e primaire, donc c'est la gamine qu'on voit là sur la photo. Je me souviens d'un problème où je m'étais disputée avec la prof, mais alors ça prenait des proportions, la prof était vexée, elle avait été chercher à la récréation l'autre prof de 5e de l'école des garçons, alors ils étaient tous les deux en train de discuter dans leur coin, finalement le monsieur trouvait que ce que j'avais fait était assez original, enfin bon, ça c'est une anecdote dont je me souviens, mais il y en a eu d'autres. Ah oui, ça c'est intéressant. Je n'ai pas compris avant les humanités le rôle de l'enseignant et le fonctionnement des cours. Moi, j'avais cette espèce de sentiment qu'on avançait tous à la même vitesse, malgré le fait que les autres étaient plus lents que moi pour remplir leurs feuilles, mais au niveau de ce que l'instituteur donnait comme cours, j'avais l'impression que si moi j'avais pigé quelque chose, tout le monde avait pigé. Et que le but de l'enseignant, c'était de faire avancer tout le groupe comme un seul homme. Donc, quand on posait une question, moi je levais la main, eh ben, on ne me questionnait pas. On me questionnait une fois, 2 fois, et puis on ne me questionnait plus. Je savais toutes les réponses, j'avais déjà lu tous les cours. On me disait même, tais-toi, ça on le verra plus tard, on parlera de ça plus tard, ou ça c'est pour l'année prochaine. Et puis alors on interrogeait ceux qui n'avaient rien compris et qui ralentissaient tout le monde. C'était ça ma perception de l'école quand j'étais en primaire. Alors la notion de privé. Pouvez-vous me dire pourquoi on peut prendre un verre d'eau dans l'armoire de sa maison, mais que quand on est dans un autre endroit, comme chez monsieur le directeur à l'école, où il y a une étagère avec un verre de l'eau, pourquoi là on ne peut pas prendre le verre si on a soif? Alors, même quand on le demande poliment, on ne peut pas. Donc ça, ce genre de choses, je ne comprenais pas. Pourquoi un livre qui est sur une bibliothèque, une étagère, on peut le prendre, le feuilleter quand on est dans une salle d'attente d'un médecin, mais quand on rentre dans le bureau du médecin et qu'il y a ces beaux grands livres derrière une vitre, pourquoi on ne peut pas aller le prendre, celui-là? Je dois attendre pendant je ne sais combien de temps, feuilletant des bêtes magazines, et puis là, il y a plein de beaux livres avec des images sur l'anatomie, et je ne peux pas aller les chercher. Donc voilà, ma vie, c'était ça. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour une gamine pareille, pour des enfants qui ont ce genre de fonctionnement? Il faut former les professionnels, il faut former les parents, informer en général. C'est ça que je fais aujourd'hui. J'en profite pour encore remercier l'opportunité qui m'est offerte. On est le 3 décembre, c'est la journée internationale du handicap. Donc pour moi, c'est un symbole très très fort. Non que je me considère moi comme handicapée, si je me considère comme maladroite, mais pas handicapée, au sens où peut l'être ma fille, dont je parlerai tout à l'heure, et d'autres personnes qui sont bien moins autonomes que moi. Je ne voudrais pas... Enfin voilà, j'ai un peu d'humilité par rapport à la situation de ma fille. C'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Mais je suis vraiment très très heureuse de pouvoir, avec mes particularités, illustrer ce qui pose problème, ce qui est particulier dans le fonctionnement autistique. Donc former, informer, on ne le dira jamais assez. Construire avec l'enfant ce que je vais appeler une prothèse sociale qui compense plus ou moins ses difficultés de lecture sociale, de communication et développe l'autonomie.
On a tous des prothèses. Ici, parmi vous, il y en a plein qui ont des lunettes. Sans leurs lunettes, moi je ne sais plus conduire ma voiture sans mes lunettes. Donc c'est une prothèse sociale, c'est ça, c'est les lunettes de l'autisme pour lui permettre de voir et de communiquer avec le monde autour de lui. Les autistes ont des points forts sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place des routines, des analyses de tâches, des repères visuels et des tas d'autres soutiens à la communication. Tout ça prévient aussi les troubles du comportement. Je ne vais pas m'attarder à tous ces aspects théoriques, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais quand je donne mes formations, c'est vraiment des points sur lesquels j'insiste, parce que sans la communication, on est isolé, et on développe des troubles du comportement pour pouvoir faire réagir l'extérieur. Faute de mots, faute de pictos, faute d'outils de communication, tout simplement. C'est important, quand l'enfant en est capable, de lui apprendre à repérer les bons indices contextuels pour apprendre à décoder les messages implicites. Donc, qu'est-ce qui fait que dans le bureau du docteur, je ne peux pas aller prendre le bouquin qui est derrière la vitre? Pourquoi je peux aller me servir à la cafétéria quand les heures d'ouverture l'indiquent, et pourquoi à d'autres moments je ne veux pas? Il y a des tas de choses dans la vie qu'on peut faire dans certaines conditions et d'autres qui paraissent exactement les mêmes pour l'autiste, qui va se focaliser sur un détail particulier. Donc, il est vraiment important pour sa qualité d'autonomie, de vie, de communication, de lui apprendre quel est le contexte dans lequel il peut faire telle ou telle action. Alors, un point qui est vraiment très important aussi, c'est à travailler, c'est tout le registre des émotions. Souvent, les personnes autistes sont dans le tout blanc, tout noir. Et il manque tous les intermédiaires. C'est off-on. Donc, mais ça se travaille. La motricité se travaille. Et les aspects sensoriels se travaillent aussi. Il y a du boulot, il y a des résultats, on peut le faire. Alors, c'est très très important, comme l'avait dit Jean-Luc, l'autisme, c'est un syndrome développemental, neurodéveloppemental. Ce qui veut dire que ça évolue. On progresse, on stagne, on régresse, on reprogresse. Rien n'est jamais figé. Donc c'est important d'évaluer et de réévaluer régulièrement et en faisant des adaptations particulières pour chaque personne. Il n'y a pas deux autistes qui sont les mêmes. Donc ce qui va aller pour un va devoir être nuancé pour un autre. Il faut tenir compte aussi du fait que l'enfant progresse, mais en progressant, il acquiert des compétences qui lui permettent de rencontrer des nouvelles difficultés au fur et à mesure que se complexifient les échanges sociaux. Alors là, quand je me vois, je me fais pitié. L'adolescence, cette photo-là, je m'en souviens. Donc là, j'ai 14-15 ans. Et je viens de recevoir un petit appareil photo pour aller en classe de neige. Et j'avais envie qu'on me photographie. C'était pas comme maintenant où on fait des photos à tour de bras. Et alors ma maman m'avait dit, assieds-toi là, prends la pause. Et donc voilà ma pause. Je suis à moitié racrapotée sur mon tabouret en équilibre, avec la main comme ça au-dessus de la TV. Alors mon look vestimentaire, ah là là, quelle catastrophe. On dirait un petit garçon, un jeune garçon. D'ailleurs, j'avais ce look androgyne comme ça, une catastrophe. Et je comprends quand je me vois là, c'est pas une question de mode de l'époque, les filles n'étaient pas comme ça. Hein. Quand on voit les photos des autres filles, elles paraissent toutes rigolotes avec leur recul parce que c'était les années 70, début des années 80, oui, fin des années 70, mais elles n'étaient pas fagotées comme ça. Alors moi, je les trouve vraiment mystérieuses à ce moment-là, les filles. Elles deviennent coquettes, mais ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis, elles forment des clans. Elles nouent des pactes d'amitié, les dénouent. Il y a des codes tacites qui s'installent au niveau des vêtements, des accessoires de mode, des coiffures, du vocabulaire, les comportements. Je n'y comprends rien. Donc, j'essaye toujours de les imiter, mais je fais tout de travers. Mes tentatives pour me conformer, ça, qu'est-ce que j'ai pu essayer de me conformer pour être acceptée dans un groupe, c'est maladroit. Je finis toujours par être exclue du groupe. On ne veut pas s'asseoir à côté de moi, sauf si c'est à la merci d'un examen ou d'une interro où on pourra copier. Mais sinon, voilà.
j'étais très isolée et je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Alors, grande confusion, grand sentiment de décalage, genre de petite anecdote que je n'ai pas compris avant longtemps, pourquoi les dames vont toujours, et les jeunes filles, vont toujours par deux aux toilettes. C'est pas pour garder la porte, hein. C'est pour papoter. Eh bien oui, eh ben ça pour le comprendre, il m'a fallu du temps, parce que moi pour papoter, j'aime pas d'être aux toilettes, ça sent mauvais, on entend les gens qui font des drôles de bruit, enfin c'est vraiment pas le lieu agréable. Et j'ai compris ça il y a quelques années quand il y a eu la série Ali McBeal, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une série à la télé où il y avait, c'était dans un cabinet d'avocats, et alors la plupart des feuilletons, les intrigues se nouaient et se dénouaient entre les personnes du cabinet dans les toilettes. Et là, j'ai compris, j'avais déjà mon diagnostic, j'étais déjà en train d'étudier l'autisme et tout ce qui s'y rapporte. Et je me suis dit, ah, c'est pour ça que les filles vont deux par deux aux toilettes. Mon échappatoire me rendre utile, alors là, ça c'est une valeur sûre. Je ne vous raconte pas l'exploitation. Enfin, je ne veux pas faire mon Calimero ici, hein, je le dis avec beaucoup tendresse d'une certaine manière pour les filles qui étaient avec moi à l'époque, parce que finalement, elles étaient bien malmenées par moi aussi, hein, je n'étais pas un cadeau, et elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Le lieu est là pour que je leur pardonne. Bon, à l'adolescence, les difficultés s'intensifient parce que les relations avec les garçons, bien sûr, elles sont mal vécues aussi. Enfin, mon look, ça va mieux, hein, ça va mieux, il y a progrès. Là, j'ai 17 ans, mais à l'époque, c'était pas les filles qui se coiffaient comme ça. C'était les joueurs de football allemands, ou à la limite les Tuches, hein, quand vous voyez Monsieur Tuche. Les filles, elles faisaient pas une coupe comme ça. Mais bon, il y avait un petit progrès. Les garçons me paraissaient plus simples à comprendre parce que je trouvais que leur intérêt était plus intéressant, sans faire de pléonasme. Ils étaient moins futiles que ceux des filles. J'étais pas indulgente, hein. Mais moi, je n'étais pas vue par les garçons comme une fille intéressante. J'étais moche, mal fagotée, j'avais pas la cote du tout. Donc, être l'ami, si un garçon était mon ami, il était la risée des autres. Donc, ça n'allait pas non plus, quoi. C'était pas simple. Je suis très intéressée par les adultes parce qu'ils connaissent plein de choses, mais comme je les envahis, on me remballe aussi toujours. Enfin, toujours, c'est le sentiment que j'ai. Donc, à ce moment-là, vraiment, la dévalorisation, là, ça s'installe de manière définitive. Une litanie de questions qui restent sans réponse. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de moi? Mais qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas? Je suis plus bête que tout le monde ou quoi? Pourquoi est-ce que je ne garde pas mes amis? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois changer? Pourquoi les autres sont-ils différents? Alors je m'évadais dans l'observation. Donc j'adorais observer le monde inerte, le monde physique. Hein. L'intérêt que j'avais déjà dans l'enfance s'accentue et toutes les matières scientifiques deviennent une véritable passion. L'observation ici en rentrant, c'est plus fort que moi. J'ai compté tous les haut-parleurs qui sont là au-dessus parce que c'est symétrique, c'est vraiment ça c'est gai. Et les panneaux dans le bois derrière vous, si vous vous retournez et que vous levez la tête, il y a une espèce de balustrade là. C'est symétrique, c'est magnifique. Donc voilà, je ne peux pas m'empêcher quand j'arrive quelque part d'être happée par tous ces systèmes où il y a des rythmes et des répétitions. Et donc quand j'étais gamine, j'étudiais tout ça, les étoiles, l'astronomie. Mais alors j'essayais d'observer les gens pour m'adapter. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour être comme tout le monde, mais bon, ça ne marchait pas. Donc là, qu'est-ce qu'il est important de mettre en place? Tout ce qui est mentionné dans l'enfance, hein. Mais j'y inclus aussi tous les aspects de la vie affective et sexuelle. Je ne vais pas faire une formation sur la sexo ici, hein, rassurez-vous, on ne va pas aller là-dedans, mais j'insiste vraiment lourdement, c'est un point qu'il faut vraiment ne pas négliger avec les jeunes autistes, quel que soit leur niveau de fonctionnement, hein. Mais dans le cas des personnes, oui, à propos de fonctionnement, autistes de bas niveau, autistes de haut niveau, ce sont des mauvaises traductions de l'anglais, hein. En anglais, c'est
High Functioning Autism. Autisme à haut fonctionnement. C'est pas qu'il y en a un plus haut et un plus bas, c'est le fonctionnement cognitif qui est impliqué là. Et il n'y a pas de notion de valeur comme le laisserait penser le français, qui induit ça quand on dit autiste de haut niveau. Ben ouais, c'est génial, le mien, mon enfant, il a un haut niveau. Et l'autre, ben non, moi, le mien, il a un bas niveau. Non, non, il faut le comprendre comme un terme technique. Donc, pour en revenir à nos moutons, les jeunes peuvent se mettre dans des situations dangereuses par ignorance et surtout aussi par des comportements inadaptés, une lecture erronée des messages sociaux envoyés par les autres, comme par exemple, le jeune peut donner des informations implicites, interprétées par l'entourage à son insu et se mettre en danger. Une jeune fille peut se retrouver dans la chambre d'un jeune homme sans avoir compris que si elle le suit, lui comprend ça comme un accord tacite pour un éventuel moment d'intimité. Voilà. Il est donc indispensable d'apprendre aux jeunes aussi à dire non. Le jeune n'a pas toujours conscience qu'il lui est permis de dire non. Ce n'est que maintenant, à la cinquantaine passée, que je peux dire non, que je sais que j'ai le droit de dire non, sans culpabiliser de dire non. Non, j'aime pas ça. Non, j'ai pas envie, sans avoir besoin de me justifier. Je savais pas, moi, que je pouvais avoir le choix. Donc, ça, c'est une porte d'entrée. Je ne dis pas que tous les autistes sont comme ça, mais pour ceux qui fonctionnent comme ça, c'est une porte d'entrée, une voie royale pour le harcèlement. L'âge adulte, là, vraiment, là, il y a quand même vraiment progrès. Hein. C'était, je devais avoir 25 ans, c'était une photo prise à un mariage. Alors, c'était très bien, c'était ma meilleure amie. Et, non, 28 ans. Enfin bon, vous voyez, ça c'est l'autisme aussi. Hein. Qu'est-ce que ça peut faire que j'avais 25 ans ou 28 ans? Ça n'a absolument aucun intérêt, mais pour moi c'est vital de vous le dire. Bon, le mariage, c'était un beau mariage. Alors moi je m'étais dit, je vais pouvoir mettre un chapeau. J'ai une passion pour les chapeaux, les capelines, et j'ai jamais eu l'occasion dans ma vie d'avoir de chapeaux. Donc je vais acheter mon chapeau, tout ça, très bien. Si ce n'est que quand je regarde avec le recul la photo à la sortie de l'église, tout le monde est endimanché comme pour un mariage. Hein. Très bien, mais il n'y a que moi qui ai un chapeau. C'était pas dans le dress code de ce jour-là. Il ne m'est jamais venu à l'idée de me renseigner si on portait des chapeaux. Je ne savais pas, moi, que ça existait un dress code. Donc j'avais mon beau chapeau. Et mon ami d'enfance, qui me connaît depuis l'âge de 10 ans et qui est toujours mon ami, quand je lui en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps, quand j'ai retrouvé la photo. Et alors, je lui dis, tu te rappelles de mon chapeau? Elle me dit, ah oui, mais c'est toi, hein, Dani, c'est toi. Donc voilà. Pour l'anecdote. Donc, au sortir des humanités, j'arrive à l'UNIF, là, un énorme soulagement parce que tout est nouveau, mais pour tout le monde, donc on est remis sur le même pied. Chacun est curieux de l'autre, tout le monde est bienveillant, les cours sont passionnants, il y a une foule d'étudiants, on va aller vers les uns, vers les autres. C'était la libération après 6 ans d'humanité dans une école assez sélecte à l'époque, rien qu'avec des filles, je vous jure, je ne souhaite ça à personne. Mais très vite, les difficultés relationnelles et conflictuelles de l'adolescence reviennent avec d'autres colorations. Et là, à ma parade, j'ai été pendant toutes mes études de biologie la déléguée des étudiants. Alors, j'y ai trouvé des bénéfices secondaires. Hein. Quand on faisait les horaires d'examen, moi je déteste passer en fin de journée, je me mettais toujours en début de journée, la première. Donc bon, là c'était quand même mieux réparti les avantages pour les uns et les autres. Mais bon, c'était aussi moi qui avais toutes les corvées quand il y avait un problème. C'est moi qui devais aller me taper c'est moi qui devais aller toquer chez les profs. Oui, il y a quelqu'un qui a compris le lapsus que j'ai failli faire. Alors, malgré mes diplômes universitaires en biologie et en sciences zoologiques, j'ai été après ça recalée aux entretiens d'embauche. Et là, c'est dramatique. Dramatique, pas spécialement pour moi, finalement, maintenant je m'en suis sortie, mais à l'époque, c'est dramatique. Et aujourd'hui, enfin, j'en parlerai après. Donc, c'est l'époque de ce que j'appelle les jobs alimentaires, parce que, voilà, j'ai fait des ménages, j'ai travaillé en noir, j'ai travaillé comme délégué commercial chez Belgique Loisirs pour vendre des abonnements en porte-à-porte. Quand on sait que je viens de me taper 4 ans d'études universitaires, je termine avec une grande distinction. Pour finir, à décrocher un boulot de porte-à-porte, c'est quand même lamentable. Enfin, ça payait mon loyer, j'étais contente, mais bon,
Et pourquoi je ratais les entretiens d'embauche? C'était pas les examens techniques, hein, là, il n'y avait pas de problème. Mais les entretiens où on restait plus que 2 ou 3 candidats, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la relation sociale. Par exemple, on me disait « Est-ce que vous parlez anglais ?» Moi, je répondais « Oui ». Et puis j'attendais qu'on me pose une question. Alors que ce que j'aurais dû faire, c'est embrayer en disant « Yes, of course » et patati patata. Bon, c'était comme ça. Les vêtements, ah oui, il fallait bien s'habiller. Ben, moi, je me souviens une fois, on a choisi l'autre jeune femme. Simplement, elle avait un tailleur tout à fait classique. Et moi, je croyais que je m'étais bien habillée. J'avais les petits souliers à talons, les bas nylons, la petite jupe, la petite veste. Mais c'était dépareillé. Alors ça, j'avais pas compris que ça devait être le même tailleur. Ça ne pouvait pas être dépareillé. Mais je vous assure, à ce niveau-là, ça se passe sur des petits détails comme ça. Il aurait suffi que je le sache, bon sang. À l'âge adulte, là, il y a une belle période dans ma vie. Donc là, j'ai 30 ans, j'ai ma première fille. Donc je marie, je crée un magasin photo avec mon mari à l'époque. Mais il est vrai aussi que ce ne sont pas forcément des choix de première intention que de créer un magasin photo. Hein. J'aurais préféré être chercheuse dans un laboratoire de biologie marine. Moi, je rêvais d'aller sur la Grande Barrière de Corail. Mais bon, il faut savoir que chez Belgique Loisirs, j'avais tenu le stand photo. Donc j'avais mémorisé tous les détails du rouage, tous les rouages de comment gérer un stand photo. Mon mari, à l'époque, était photographe, avait fait des études de photographe, mais n'avait pas de magasin. À nous deux, on a mis nos talents ensemble. Et on a pu, moi j'ai fait un copier-coller de ce que j'avais appris chez Belgique Loisirs, et puis on a pu ouvrir notre magasin de photos, où lui a développé la partie artistique, les reportages, etc. Donc ça, c'était très chouette. Donc ça, c'est un point fort du fonctionnement autistique. C'est pour ça que je le relève aussi. Hein. Il n'y a pas que des maladresses. Donc le magasin. Et la maternité. Alors là, moi, je m'y suis épanouie. Ça, c'est très personnel. Mais je voudrais vous raconter une anecdote à propos de la période où j'ai attendu mes bébés. Moi, je ne sais pas m'imaginer un enfant. D'ailleurs, un jour, quand on m'a parlé, avec le handicap de ma fille, quand on m'a parlé du deuil de l'enfant imaginaire, je suis tombée sur mon derrière parce que imaginer un enfant, c'est déjà quelque chose que je ne saurais pas faire, mais en plus en faire le deuil. Et c'était une réunion avec des psychologues qui expliquaient une réunion sur le handicap chez le jeune enfant. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et je voyais que tout le monde dans la salle la suivait. À ce moment-là, je ne connaissais encore rien à l'autisme. Hein. Donc, je ne comprenais pas. Moi, ce que j'ai fait quand j'attendais mes bébés, j'ai dévalisé d'abord tous les magasins, tous les libraires avec tous les magasins qui parlaient de grossesse, maternité, allaitement, etc. C'est devenu évidemment mon intérêt particulier. Mais j'ai fait mieux. Je suis allée reprendre mes cours de zoologie où on avait eu un cours d'embryologie humaine. Et alors, j'étais heureuse. J'ai été voir des bouquins d'anatomie, etc. Et moi, quand je calculais, si possible, à 2 jours près ou au jour près, c'était encore mieux, l'âge de mon embryon et puis de mon fœtus, je savais dire qu'à telle semaine de développement, il devait certainement avoir fermé son tube neural, avoir les ramifications, les arcs branchiaux qui devenaient des poumons, patati patata. C'est comme ça, moi, que je vivais ma grossesse. Mais l'entourage, on me prenait pour une folle, hein. On me prenait pour une mère hyper anxieuse, qui va chercher des maladies partout, et patati patata. Mais non, c'était ma manière. Alors, toujours évidemment sensibiliser l'entourage, former des professionnels pour suivre tous les niveaux de la vie. Mais là, ce qui m'aurait été utile et qui se développe maintenant, c'est le coaching et le parrainage durant les études. Aussi bien pour l'organisation des cours. Moi, je n'avais pas de problème de méthodologie, c'était même un point fort. Mais beaucoup d'autistes qui ont des compétences intellectuelles qui leur permettent de faire l'UNIF ou le supérieur ont du mal à organiser leurs cours, organiser leur emploi du temps et s'insérer dans les groupes sociaux qui tournent autour des étudiants. Donc là, c'est vraiment utile d'aménager des choses utiles et nécessaires pour que la personne puisse après développer son potentiel qui est riche tant qu'il n'est pas, mais qui est caché tant qu'il est mangé par tous les problèmes sociaux et de communication.
Au niveau du boulot, voilà, c'est ça là que je voulais en venir. On développe maintenant aussi ce qu'on appelle du job coach. Et j'ai mis l'exemple ici de Passwork. C'est une société flamande basée à Anvers, mais qui va s'agrandir vers Bruxelles et vers la Wallonie dans les mois à venir, et qui consiste à recruter des personnes autistes de bon niveau de fonctionnement et à louer leurs services dans des boîtes privées, publiques, genre Belgacom, je ne sais pas, enfin Belfius ou n'importe quel genre d'entreprise, comme testeurs de logiciels avec un job coach qui leur est fourni. Donc ils sont plus performants pour pouvoir tester les erreurs qu'on peut trouver dans les logiciels informatiques que d'autres. Ils ont cette qualité de la perception du détail, ils sont plus, en général, plus assidus à la tâche. Ça ne les intéresse pas le verre de café, la tasse de café où on va papoter pendant une demi-heure ne les intéressera pas, ou moins. Donc, ils ont des tas de qualités qui sont mises en avant et qui sont appréciées par les employeurs. Donc ça, c'est une voie d'avenir. Et il n'y a pas que l'informatique. Moi, j'aime pas l'informatique, mais on aurait tout à fait pu utiliser mes compétences dans d'autres domaines avec un petit peu de facilitant autour de moi au niveau social et communication. Et l'entretien d'embauche, je sais pas, c'est vrai que l'entretien d'embauche, il n'est pas comme un entretien classique. On ne va pas interroger la personne sur ses capacités, ses compétences sociales. On va interroger sa qualité de travail. Et c'est finalement ça qui nous intéresse. Alors, là, c'est une photo qui, pour moi, est très, très forte. À la naissance de ma deuxième fille, Natacha, que vous voyez là, elle n'a pas encore 3 ans. Elle ne marche pas encore toute seule, donc elle est à Paris, elle a je ne sais plus comment on appelait ça, un rollator, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour lui permettre de garder son équilibre debout, sinon elle tombe. Et ma petite fille, donc, dès la naissance, elle a été préoccupante et elle nous a fait basculer dans le monde des tabliers blancs, c'est-à-dire le monde médical, le monde du handicap. Elle est préoccupante dès la maternité. Alors c'était un tsunami dans ma vie, hein. Ça a balayé tout. Ça a balayé le mariage, ça a balayé le travail, ça a eu des impacts lourds sur mes autres enfants. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est le parcours que toutes les familles connaissent, mais vraiment l'autisme c'est terrible, terrible, terrible dans une famille. Et le handicap de Natacha m'a amené pour elle au SUSA, le service universitaire spécialisé en autisme, qui a posé son diagnostic et qui a commencé son suivi. Natacha est atteinte d'autisme modéré à sévère avec un retard mental important. Mais en côtoyant le SUSA de très près, on a été amené, moi par mes lectures et eux par ma fréquentation, je vais dire, on s'est posé des questions, on a été amené à mon propre diagnostic. Alors, là, je voudrais insister sur le fait que pour établir le diagnostic d'une personne adulte, c'est très difficile. C'est pas simplement témoigner de caractéristiques présentes à ce moment-là. Il y a des tas de situations où une personne peut être mal dans sa peau, avoir des intérêts particuliers, être un peu hors la société, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est autiste. Il faut repartir depuis la petite enfance. Le tableau de l'autisme, il est présent dès les premières années de la vie. Et ça rend difficile le diagnostic, évidemment, mais ça j'insiste, il faut être prudent par rapport aux adultes. Alors, quand on a fait le diagnostic, on a testé mon QI. Là, c'est toute une histoire, le QI. Eh bien, le QI, moi, c'est ce qui m'a sauvé ma vie. Je ne vais pas tourner autour du pot, hein, j'ai 155 de QI. Et pour moi, ça veut dire que j'ai 155. Ça veut dire que je mesure 1m67, j'ai des cheveux gris, j'ai 53 ans. Ça n'est ni plus ni moins une caractéristique de mes personnalités que j'ai hérité de mes parents et sur lesquelles je n'ai aucune emprise. Alors, je ne comprends pas pourquoi on en fait un jugement de valeur. Et au début, dans le milieu que je fréquentais, j'étais toute contente de pouvoir expliquer aux gens intéressés par l'autisme, oui, mais ce qui est génial, c'est que grâce à mon QI, j'ai pu compenser et que je ne suis pas plus encore en décalage. Mais c'était pas bien perçu et j'ai appris qu'il fallait me taire.
Parce que ça ne se fait pas quand on a un haut QI, c'est prétentieux, ou alors ça fait fausse modestie, je ne vais pas vous le dire, mais j'ai 155. Voilà, un bon coup dans le QI. Mais vraiment, vraiment, je tiens quand même à le dire ici avec insistance, c'est rare un QI pareil. Donc il ne faut pas du tout me comparer, moi et mon parcours, à des jeunes qui ont un QI de 100, 120, qui a un QI moyen. Ils n'auront pas la chance que j'ai eue de pouvoir trouver plus ou moins facilement ou difficilement des stratégies adaptatives. Ils auront besoin de beaucoup plus d'aide. Et alors quand il y a un déficit mental, c'est encore plus important. Le milieu associatif, ben moi pour aider ma petite fille, je me suis super engagée dans le milieu associatif à l'époque. Et il y a ici des mamans qui sont venues, que j'ai connues à l'époque, et je suis très émue de voir qu'elles ont fait le déplacement, et je les embrasse. Mais ça n'a pas toujours été facile. Je me suis beaucoup disputée, parce que le problème du diagnostic, c'est qu'il est fait, c'est bien. Mais après, plus personne n'y pense. Alors, dans le milieu très très proche, ma vie n'a pas été rendue plus facile parce que mes proches savaient, mais n'ont pas forcément changé leur comportement, mais moi j'ai changé le mien. Et donc je me suis ajustée plus ou moins bien, et ça n'a vraiment pas été facile. Et il y a eu un moment aussi où je n'y ai plus cru. Je me suis dit, même avec le diagnostic, ça ne m'aide quand même pas beaucoup. Jusqu'au moment où j'ai fait un diplôme universitaire en autisme et troubles du développement chez Bernadette Roger à Toulouse. J'ai pu m'organiser pour aller là-bas. C'était donc des études post-universitaires où je partais tous les week-ends pendant 10-12 mois. Et puis j'ai pu faire mon mémoire ici en Belgique sur la sexualité et des stages ici en Belgique aussi. Parce que à l'époque, j'étais divorcée, je voulais travailler dans le domaine de l'autisme, la formation, le coaching, comme je le fais aujourd'hui. Sauf que Natacha, en grandissant, je fais un raccourci, parce qu'il y a eu d'autres raisons aussi, mais principalement le handicap de Natacha m'a conduit ça a balayé mes 2 mariages, un isolement social, une dépression. Ça a été très compliqué quand elle est devenue adolescente. J'avais fait un essai d'internat, ça n'a pas été concluant. Elle avait des troubles du comportement, plus. Et quand je me suis retrouvée avec elle grandissant, voilà, tout s'est centré autour d'elle. J'ai eu la chance de pouvoir lui trouver à ses 18 ans une institution, comme la Maisonnée, mais un petit peu différente, où elle a vraiment la possibilité de mener une vie où son autonomie personnelle, qui est très limitée, est développée au maximum. Je voudrais dire un mot ici sur l'inclusion. L'inclusion, c'est le rêve, c'est l'idéal. Mais il faut quand même nuancer. Ma fille, quand elle habite chez moi, même si elle a un GPS dans sa tête, je ne peux pas la laisser seule aller à la boulangerie du coin. Elle sait tout à fait y aller. Même avec un petit papier, elle sait même, comme elle parle, elle peut demander son pain, je peux lui apprendre à donner le compte, reprendre la monnaie, etc. Pas de problème, elle pourra le faire. Mais alors je suis obligée de boucler le quartier, d'empêcher qu'il y ait des voitures, d'empêcher qu'il y ait des gens, parce qu'elle va suivre n'importe qui. Elle fonctionne comme un enfant de 3 ans, donc elle n'a absolument aucun discernement à ce niveau-là. Par contre, là où elle est dans son institution, c'est une énorme institution, mais délimitée en unités de vie et en foyer. Quand elle rentre dans son foyer, c'est comme un appartement où ils sont 7-8 bénéficiaires, enfin 7-8 résidents. Et quand elle sort de son foyer, de son pavillon, elle peut librement aller dans tous les couloirs de l'institution, à des moments où c'est permis dans la journée, évidemment. Elle va dire bonjour chez le voisin, elle a un copain au premier, elle va dire bonjour à la psychologue qu'elle aime bien, elle va porter le chariot de linge à la buanderie, ce genre de choses. Et là, elle le fait seule, elle a son passe-partout qui lui permet d'aller dans les endroits qui sont fermés à clé pour la sécurité d'autres personnes qui n'ont pas cette autonomie et qui fuguent, par exemple. Donc là, elle est en institution. Et au jour d'aujourd'hui, la société est telle qu'elle ne pourrait pas être mieux que là où elle est. Moi, j'y vais tous les 15 jours, je lui téléphone toutes les semaines et j'ai un partenariat avec eux qui est encore
très 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 présent. Je ne peux pas reprendre Natacha à la maison au jour d'aujourd'hui parce que ça la perturbe. Elle ne sait plus si elle est à la petite maison ou si elle est dans sa grande maison. Voilà, mais bon, un jour à la fois. Et donc, je vais tout doucement arriver à la fin de ma présentation. Voilà Natacha, maintenant, à 20 ans. Et j'espère que j'ai pu vous montrer que les troubles du spectre autistique, par mon histoire et celle de ma fille et la petite théorie que Jean-Luc nous a proposée au début, c'est un grand continuum. Et là, l'histoire veut qu'on illustre chacune un bout de ce continuum. Je vais terminer en vous parlant de l'autodétermination. Ça, c'est une notion pour moi qui est extrêmement importante. L'autodétermination, c'est la capacité qu'une personne a de choisir et de penser librement, sans être contrainte par l'extérieur. Alors, l'autodétermination pour Natacha, qui est très déficitaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple quand elle demande à son éducatrice pour écrire une lettre à maman, et qu'elle dit à l'éducatrice, tu m'écris, je veux écrire « Maman, je t'aime d'amour ». Natacha, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais elle sait recopier, elle reconnaît toutes les lettres. Mais elle n'est pas dans le symbolique, elle n'a pas craqué le code de la lecture. Mais elle demande à l'éducatrice, je veux écrire à maman. Et alors, elle écrit, maman, je t'aime, d'amour, Natacha. Ça, c'est l'autodétermination pour Natacha. C'est le fait qu'elle peut dire au dessert, je veux un yaourt aux fraises, parce que là, dans l'institution où elle est, on lui offre du choix. Ce n'est pas, bien sûr, il y a les menus, comme dans tout système collectif, mais il y a des aménagements possibles pour certaines choses. Ou alors, c'est le fait que c'est elle qui décide de ses vêtements. Naturellement, on l'oriente si elle veut mettre un short alors qu'il fait moins 10, mais c'est elle qui choisit ses vêtements. Et elle a un goût très affirmé. C'est elle qui choisit sa coiffure. Ça, c'est un bout du spectre de l'autisme. Et à l'autre bout, eh bien, c'est moi qui suis aujourd'hui devant vous et qui ai choisi de relever l'invitation, j'allais dire le défi, c'est pas un défi, mais d'accepter l'invitation et de choisir librement ce que je peux faire dans ce grand monde de l'autisme, en espérant que vous avez passé un bon moment, que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser ou des choses à dire? D'abord, bonjour. Je me demandais juste une petite question. Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver l'amour ou on ne sait jamais comme ça pour trouver votre mari ou... Joker. Non, comme tout le monde, je pense. Enfin, je suis quelqu'un d'assez extraverti, donc trouver, c'est possible. Garder, c'est plus compliqué. Ce n'est pas le fait de trouver l'amour, c'est le fait de comprendre qu'on est dans une situation où il y a un possible échange amoureux. Parce que je suis persuadée que dans ma vie, j'ai dû me retrouver dans des situations où je ne voyais pas qu'un jeune homme était intéressé par moi, et vice-versa. C'est vraiment un point très très compliqué dans les relations entre les hommes et les femmes, que de bien décoder tout ce qui est de l'ordre du sentiment, de l'amoureux, de l'implicite. Voilà, j'ai été un peu désarçonnée par votre question, parce que l'amour, moi j'aime le chocolat, donc le chocolat c'est facile, je vais dans un magasin, j'achète du chocolat, mais l'amour entre les gens c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus de la mise en pratique, mais si un jour mon frère me demande c'est quoi le fait qu'il soit autiste, comment vous pensez que c'est mieux de lui dire? Quel âge a-t-il? 17. C'est un peu difficile de vous répondre dans le vague, mais je vais reprendre un petit peu la définition qu'une de mes filles avait dit à sa petite sœur à l'époque, mais on peut la mettre version adulte. Tu vois, tu entends comme nous, tu parles comme nous, tu manges comme nous, tu sens comme nous, mais dans ta tête, les choses sont un peu mélangées. Tu es un peu désordonné mental. Par exemple. Vous parlez justement de la relation amoureuse, et moi je me pose la question de la rupture sentimentale.
Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile. C'est à un certain moment de se dire, notre histoire se termine, et c'est de pouvoir l'accepter, et comment est-ce qu'on la gère? Oula, moi je ne trouve pas que c'est difficile du tout de faire le constat que notre histoire se termine. Par contre, organiser les conséquences de cette rupture, c'est là que ça devient compliqué, mais comme pour n'importe qui. Mais faire le constat que ça se termine, je ne trouve pas ça difficile. Ou je ne Enfin voilà, là c'est un peu le décalage, hein. Tout ce champ affectif, mais mentalisé, idéalisé. Là, moi, je me sens complètement à côté, donc je n'ai pas de réponse dans l'optique que vous attendez, je pense. Pour moi, une rupture, voilà. S'il n'y avait pas les à côté, genre le fait de louer une maison, de se retrouver avec un salaire en moins, d'avoir les enfants, c'est pas compliqué, une rupture, on s'en va. C'est les conséquences qu'il faut gérer. Et là, elles sont difficiles comme pour tout le monde. Mais l'aspect... tout ce qu'il y a dans la tête des gens, vous voyez, je bafouille, je sais pas très bien mettre des mots sur tout ça, parce que moi, ça me dépasse complètement. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je n'ai pas énormément de chagrin quand je prends la décision de rompre une amitié ou une histoire plus sentimentale. Hein. Je souffre comme tout le monde, je suis malade comme tout le monde, je suis triste comme tout le monde. Mais la question telle que vous me la posez, elle me dépasse un peu. Je ne me sens pas concernée. Merci. Donc j'ai une question. Quand tu as parlé au niveau de ton diagnostic, tu disais que ça n'avait pas changé grand-chose au niveau de l'entourage. Alors j'avais deux sous-questions. Donc, qu'est-ce qui aurait pu t'aider? Et tu disais que tu avais changé ta façon de faire par rapport à l'entourage. Hein. Donc qu'est-ce que tu as fait? Voilà. En réalité, oui, ça c'est une très très bonne question. En réalité, au départ, je n'ai pas bien compris mon diagnostic. J'ai cru qu'il suffisait de le dire pour que, voilà, tout change. Et puis je n'y ai plus cru. Et j'ai continué à ce moment-là, malgré tout, à me conformer à ce qu'on attendait de moi. Je n'avais pas compris. En fait, il a fallu que je l'assume. Que mes particularités que j'ai passé du temps à raboter, que je ne les rabote plus, que je sois plus en accord avec ce que je suis. C'est vraiment ça. En fait, mon diagnostic, si je pouvais donner une image, j'aime bien les images, on dit souvent que les diagnostics enferment les gens, ça fait peur parfois, on ne va pas déjà donner le diagnostic de ceci ou de cela parce que on réduit la personne à son diagnostic. Peut-être qu'il y a eu un moment où c'était comme ça, où j'étais avec mon diagnostic et j'étais centrée dedans, dans toutes mes difficultés, que je comprenais. Et puis j'ai réalisé que mon diagnostic, en fait, c'était une clé que je devais tourner dans une serrure et ouvrir ce cercle qui m'enfermait dans ce diagnostic. Et à ce moment-là, prendre du recul et de me dire oui, tu as telle difficulté, celle-là tu peux la travailler comme ça, celle-là tu peux la travailler comme ça, et là tu ne peux pas faire ça toute seule, il faut que tu te fasses coacher pour ceci, il faut que tu trouves les bonnes personnes en qui tu peux avoir confiance, parce que ça aussi c'est compliqué, mais c'est pas le simple fait de connaître son diagnostic et d'étudier l'autisme qui m'a permis d'avancer. Il a fallu aller dans une démarche beaucoup plus active et il a fallu que je l'assume. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Et je pense que l'entourage que j'ai aujourd'hui, il est différent qualitativement parce que j'entretiens des relations constructives avec des personnes qui sont aussi capables de comprendre mon diagnostic. Et ceci dit, sans jugement de valeur pour les personnes avec qui j'étais dans ma vie auparavant. Hein, je veux bien préciser ça. Mais je m'entoure, je vais vers les gens qui me conviennent mieux, avec qui je peux mieux être moi, qui vont être peut-être idéalement moins jugeants, moins interprétatifs. Parce que dans la vie de tous les jours,
ça peut être lourd d'être avec quelqu'un d'autiste qui va pas savoir quand il faut s'arrêter, qui va avoir besoin de moments de silence alors qu'on voudrait bien mettre la radio. Ou... Voilà, il y a des tas de petites choses. Donc, voilà, m'assumer en somme, m'assumer. J'aimerais savoir quels conseils vous donneriez afin de pouvoir aider une personne qui est porteuse du syndrome d'Asperger dans le décodage des conventions sociales. Travailler. Il faut trouver des personnes qui puissent l'aider à décoder et il faut apprendre. Là, je suis désolée, il n'y a pas de remède miracle. On apprend ça comme on apprend une langue étrangère. On apprend ça comme on étudie une encyclopédie ou un cours de solfège. Ça ne se fait pas tout seul. On n'a pas cette intuition qui permet de trouver tout seul. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et pour les autres personnes que je côtoie, qui sont aussi dans le spectre de l'autisme, même celles avec un très bon niveau de fonctionnement, pour des situations vraiment différentes de celles qu'elles connaissent, souvent, si on ne donne pas un petit tuyau ou l'autre, elles se plantent. C'est très, très compliqué d'apprendre par soi-même. On peut généraliser certaines choses, mais il faut avoir beaucoup appris avant. Donc, beaucoup de travail. Mais je vais dire que c'est un travail qui paraît laborieux pour les personnes qui ne sont pas porteuses du syndrome d'Asperger, peut-être. Mais les personnes qui sont sourdes, elles vont apprendre la langue des signes. Les personnes qui sont aveugles, elles vont apprendre le braille. Donc moi, je le mets sur le même niveau. C'est apprendre là où je ne sais pas apprendre toute seule. J'ai besoin d'un technicien, somme toute, d'un technicien de cette matière qui me l'apprenne. Merci. Je vous en prie. Je fais partie d'un mouvement de jeunesse et j'ai deux petites 6 ans qui ont l'un un syndrome d'Asperger et l'autre un syndrome autistique, on ne sait pas vraiment lequel. Petit à petit, on arrive à faire en sorte que pendant les jeux d'animation, de les intégrer au groupe, que les jeux les touchent eux et les enfants dits normaux. Mais ils arrivent à communiquer avec les autres enfants, mais ils n'arrivent pas à communiquer entre eux deux. Et j'aimerais savoir, vous, comment vous réussissez à communiquer, comment vous avez trouvé un moyen de communiquer avec votre fille et vice-versa voilà. Ah ben, ma fille, il a fallu utiliser des aides à la communication. Hein. Quand elle était toute petite, elle savait dire maman, parce que je chantais beaucoup avec elle, elle répétait maman les petits bateaux. Donc le mot maman, techniquement, elle savait le dire. Mais ce n'est qu'après qu'on ait travaillé l'échange par image avec le PEX, pour ceux qui connaissent, qu'elle a compris que l'échange de pictogrammes, on pouvait lui substituer un mot, et qu'alors le mot avait un pouvoir sur les choses. Donc si elle disait maman, ça faisait venir maman. Sinon, avant ça, elle ne communiquait pas. Maintenant, mon expérience personnelle et mon raisonnement logique me font penser que c'est un leurre de croire que deux personnes autistes vont mieux s'entendre entre elles parce qu'elles sont autistes, dans la mesure où on touche la communication. Un aveugle va pouvoir comprendre mieux un autre aveugle que n'importe qui d'autre parce qu'ils ont tous les deux le même handicap sensoriel dont ils vont pouvoir parler avec une communication similaire. Deux personnes en chaise, pareil, leur système de communication n'est pas altéré. Mais une personne qui présente une altération de son système de communication, altération X, une autre altération Y, elles ne se comprendront pas bien. J'ai à l'époque fait partie d'une association de personnes autistes, c'était rien que des autistes, on n'arrêtait pas de s'engueuler. Et à l'heure actuelle, ce type d'organisation se met régulièrement en place, mais moi, bon, ce n'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi je n'y crois pas. Sur le long terme, je n'y crois pas. À moins que des personnes qui maîtrisent la communication et qui peuvent faire les interprètes, donc des neurotypiques, bienveillants et sensibilisés au groupe avec toutes les précautions qu'on peut, ne soient là comme coach. Pas du tout comme personne donnant forcément des avis, mais comme interprète. Donc si moi j'étais sourde, j'aurais un interprète de la langue des signes pour que vous puissiez communiquer. Mais deux autistes entre eux, ils auront sûrement bien besoin d'avoir un relais qui permet d'aller de l'un à l'autre.
Merci beaucoup. Bonsoir, vous parliez d'hypersensorialité. Moi, je me demandais au niveau de la grossesse si ça avait amené justement une perception particulière au niveau de ce qui se passait chez vous. Vous pouvez préciser? Mais certains autistes, je travaille avec des jeunes qui ont un handicap mental modéré, voire profond, et qui ont aussi des troubles du spectre de l'autisme. Et leur façon de ressentir les choses est particulière et différente de ce que nous, apparemment, on peut voir quotidiennement et de ce qu'une personne neurotypique ressent et peut expliquer. Donc je me demandais, vous du coup, est-ce que vous avez une explication, des choses différentes à nous amener pour qu'on puisse après transférer ça. Et donc je me demandais au niveau de la grossesse si vous aviez eu, je sais pas, des sensations différentes de quelqu'un de neurotypique. Comment voulez-vous que je puisse vous dire ça? Je ne sais pas, je me posais la question, j'espérais que vous pourriez me répondre. Est-ce qu'une femme enceinte qui a un bébé qui bouge dans son ventre peut décrire si c'est la même chose qu'une autre femme enceinte? C'est tellement particulier. Par contre, oui, je suis un peu abrupte dans ma manière de vous répondre, mais moi je ne sais pas ce que c'est la norme de ressentir un bébé dans son ventre. J'ai ressenti mes bébés dans mon ventre. Maintenant, pour ce qui est odeur, exacerbation des odeurs quand on est enceinte, etc. J'ai eu les mêmes choses, peut-être plus fort que d'autres femmes, je n'en sais rien. C'était par rapport à moi-même, donc je suis sensible aux odeurs. Quand j'étais enceinte, j'étais encore plus sensible à moi-même, comme une femme ordinaire, mais par rapport à mon seuil à moi. Là, je crois que qualitativement, ils ne doivent pas forcément avoir d'erreur. Par contre, c'est au niveau de la sensorialité, au niveau du toucher dans la vie de tous les jours. Une particularité que je peux vous décrire, c'est que moi, à tout moment, j'ai la perception de tout mon corps. Et je croyais que tout le monde était comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de me concentrer pour sentir mon petit orteil gauche ou l'attache de mon soutien-gorge ou mes lunettes sur mes oreilles. Je sens ça tout le temps. Or, je sais que les gens, quand on en parle... Enfin, je me suis rendu compte un jour où je faisais de la relaxation, je ne sais plus à quelle occasion, où le coach disait « Maintenant, prenez conscience de votre tête, appuyez contre le tapis, puis descendez vos épaules. » Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je sens tout. Enfin, il n'y a pas besoin d'attirer mon attention. » Donc là, il y a des différences. Ou le fait que si je me fais mal... je vais me faire mal au bras. Il ne faut surtout pas à ce moment-là venir en plus me toucher pour me consoler. Il faut être à côté de moi parce que j'ai besoin de sentir qu'on a de l'empathie pour moi. Ça oui, j'ai pas envie qu'on me tourne le dos. Mais il ne faut pas commencer à me toucher parce qu'au niveau perceptif, cette sensation supplémentaire, elle s'ajoute à la première comme si c'était une augmentation de la douleur. Je ne fais pas la différence entre les deux sur le moment même. Donc... un enfant que vous serrez dans les bras et qui crie encore plus fort, peut-être qu'il a le même phénomène. Mais ça, c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre et je ne peux que parler de moi à ce niveau-là. Et pour en revenir avec la grossesse, je n'ai pas noté de particularité. J'ai pas noté de choses spéciales par rapport aux autres mamans dans ce qu'elles pouvaient décrire. Un truc qui est peut-être éclairant, je ne sais pas si tu as envie de raconter, c'est l'anecdote que tu me racontais tout à l'heure, juste avant, par rapport au fait que tu fais de l'hypothérapie. Ah oui, le cheval. Avant, j'étais terrorisée par les chevaux. Et en emmenant ma fille Natacha faire de l'hypothérapie, parce que bon, elle aimait bien ça, elle en avait fait un petit peu à l'école et j'ai continué, ma peur a disparu petit à petit au point où j'ai eu envie d'en faire. Et j'ai pris quelques leçons et je me suis dit, ah oui, c'est chouette, je vais en faire vraiment. Et la monitrice, comment dire donc, c'était pas la monitrice habituelle, excusez-moi, je me noie dans les détails, vous voyez. Ça, c'est un exemple dans l'exemple. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous décrire tout le contexte? Parce que j'ai mon image dans ma tête et j'ai l'impression que si je ne la décris pas depuis le bord supérieur à droite jusqu'au bord inférieur à gauche, que vous ne comprendrez pas. C'est ridicule. Donc bref, je suis à ma séance avec une dame qui ne me connaît pas, mais qui sait, parce qu'on l'a briefé, que j'avais peur des chevaux avant.
Et elle voit que je m'approche de mon cheval et que je commence à le panser, le brosser, à le toucher. Mais c'est un cheval que je connais maintenant. Et alors elle me dit, oh mais pour quelqu'un qui avait peur, je suis épatée, vous vous approchez tout près. Et moi je lui dis spontanément, oh oui mais de tout près ça n'a jamais posé de problème parce que je ne le vois plus qu'en détail, je ne le vois plus que par morceaux, son ventre, son pied, sa crinière. Alors elle me dit, ah ben comment ça en détail? Et je lui dis, ben oui, je ne vois pas au même moment tout le cheval d'un coup. Donc du coup, ça ne m'impressionne plus. Quand je suis 2 mètres plus loin, ça me fait peur, et quand je suis contre, plus du tout. Voilà, c'est cette anecdote-là que tu voulais. Oui. C'est un bel exemple. Une autre question? Mais je pense alors qu'il ne nous reste plus qu'à t'applaudir et à te remercier de t'être confié. Je voudrais juste dire encore un petit mot. Je crois que je suis quand même une grande chanceuse de pouvoir être ici et parler de toutes les personnes avec autisme. Et j'espère que ça vous aura apporté ne serait-ce qu'un tout petit bout d'espoir. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il faut y aller. Alors moi, je compte sur la génération de tous les étudiants qui sont là pour être bien motivés et pour bien travailler, parce qu'il y a du boulot. Il faut y aller.